Bonjour à tous et à toutes. Content de vous voir aujourd'hui en si grand nombre pour ce premier webinaire sur la sécurité incendie chez les aînés. Je me présente, Julien Fortier. Je suis agent de prévention à Montréal et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis également, croyez-le ou non, un aîné en devenir. Il me reste encore quelques années devant moi, mais je compte bien y parvenir. Aujourd'hui, pour vous expliquer un peu le déroulement, le webinaire va être d'une durée d'environ 1 heure. Il n'y a pas de période prévue pour les questions. Vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage tout au long de la séance. Nous allons prendre en note l'ensemble des questionnements et y répondre, vous faire parvenir les réponses au cours des prochains jours. Comme vous le savez, plusieurs partenaires se sont joints à nous et vont présenter à mes côtés aujourd'hui. Je vous les présente. Martine Saint-Onge du ministère de la Sécurité publique. Ensuite, moi-même, je présenterai un court extrait. Pamela Bonneau, lieutenante au service incendie de Drummondville, Isabelle Couture, lieutenante au service incendie de Québec, Pascal Winman, agent de prévention à Longueuil, Jessica Otis, agente de prévention au service incendie de Terrebonne, Vincent Desgroseilliers, agent de prévention à Laval, Véronique Lalancette, agente de prévention au service incendie de Saguenay, et finalement, Karine Huard, chef de division prévention à Sainte-Thérèse. Je les remercie énormément de se joindre à nous. Et je remercie également la FADOC, qui est notre principal partenaire dans ce projet. Alors, sans plus tarder, je souhaite débuter la rencontre par un court vidéo qui exprime bien pourquoi nous vous rencontrons aujourd'hui. Nous allons faire un retour ensuite sur ce vidéo, mais je vous laisse juger par vous-même. Bon visionnement. Pompier de Montréal, c'est pour quelle adresse? Le 5. Et vous me dites que c'est une alarme incendie, hein? Exact, qui vient de prendre action. Donc, les pompiers sont déjà en direction, ils vont être là dans les c'est à prochaines quel minutes. étage l'incendie? Au 6e, moi j'habite au 6e, puis là, dans moi, l'appartement s'est rempli de boucan. À tous les intervenants, on s'apprête à arroser avec un 3 pouces dans l'appartement impliqué. Personne dans l'appartement impliqué. On arrose avec un 3 pouces. Enfin, jusqu'à 101, on vient la fin de plancher. Les rejoints gardiens au 7e étage. L'atmosphère commence à changer.
Centrale 1005, le code est 1010. Alors, malheureusement, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'effets spéciaux. Les images que vous avez vues sont des images réelles d'un vrai événement qui s'est produit. Et quand un événement comme cela survient, il y a un paquet de gens qui se demandent qu'est-ce qui aurait peut-être pu être fait. On a eu deux décès qu'on aurait aimé éviter. Puis plusieurs de ces gens-là qui se posent ces questions-là sont avec nous aujourd'hui. Puis on va aborder beaucoup de sujets que vous pourrez associer à cet événement-là, dans le sens que quel équipement possédait le bâtiment, quel équipement de protection était sur place, comment les occupants ont réagi à l'incendie. C'est beaucoup de facteurs qui doivent être pris en considération puis qui peuvent influencer les événements comme celui qu'on vient de voir. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Martine Saint-Onge pour vous parler un peu des statistiques sur les incendies ici au Québec. À toi la parole, Martine. Bonjour, Martine Saint-Onge du ministère de la Sécurité publique. Merci à Julien et merci particulièrement à la FADOC qui a décidé de s'impliquer dans ce projet que le Service incendie de Montréal avait inauguré. Pour nous, tout d'abord, au ministère, c'est vraiment très important la sécurité des personnes et notamment la sécurité des aînés. Au Québec, ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, il y a 20% de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Et on prévoit que d'ici 8 ans, soit à peu près en 2030, ce sera 25% de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui désirent rester le plus longtemps à la maison, à domicile, et c'est en ayant des comportements plus sécuritaires, un lieu plus sécuritaire que nous devrions atteindre cet objectif. Alors, le but de cette rencontre-là aujourd'hui, c'est justement de vous aider à avoir un lieu plus sécuritaire et aussi d'accroître votre sécurité aussi pour que vous puissiez rester le plus longtemps possible chez vous. Au ministère, nous tenons des statistiques et dernièrement, on remarque malgré tout quand même une stabilité là, dans une proportion de presque 50% de nos décès. Alors, quand les aînés sont dans un incendie ou subissent un incendie, souvent, ça se résout par un décès et c'est vraiment ce que nous voulons éviter principalement dans la prévention. Alors, pour ce qui est Puis, c'est vraiment les aînés, particulièrement plus à domicile, parce que dans les dernières années, il n'y a pas eu d'incident dans les résidences pour aînés. Ce qui est important aussi pour nous, comme slogan, c'était la 4e année. On vient de terminer une semaine de prévention des incendies et c'est le premier responsable, c'est toi. Donc, on constate vraiment que si on change nos comportements, qu'on s'attarde à avoir de meilleurs comportements, il va y avoir moins d'incidents, moins d'incendies. Pour ce qui était de la collaboration aussi avec la FADOC, nous, un des 4 volets, le bouton là, justement de la FADOC, c'est qu'il y a un des 4 points, un des 4 piliers qui est la sécurité. Donc, c'était pour nous important de participer à ce beau projet-là quand Julien, avec le Service incendie de Montréal, nous en a parlé. Vous allez avoir plusieurs personnes qui vont ici vous aider justement à avoir les meilleurs comportements puis rendre vos lieux sécuritaires. Parce que aussi, quand on parle, pour nous, le premier responsable, c'est toi, c'est que près de la moitié des incendies sont liés à l'erreur humaine. Alors, si on agit tout de suite sur le comportement humain, on a des chances que ça diminue. On constate aussi, nous, au ministère, dans nos statistiques, que quand même 33%, le tiers d'à peu près des endroits où il y a eu des incendies, il y avait quand même plusieurs avertisseurs de fumée qui ne fonctionnaient pas, plusieurs systèmes pour des équipements d'incendie qui ne fonctionnaient pas. Donc, c'est quand même assez alarmant quand on sait que ce qui sauve des vies, c'est votre avertisseur de fumée principalement.
Aussi, on va s'attarder encore aussi dans la présentation aujourd'hui, c'est important pour nous, sur les feux de cuisson, les feux de cuisine, parce que c'est quand même 20%, un incendie sur 5 est lié souvent à la distraction, l'erreur humaine en cuisine. Et ensuite, pour terminer, il ne faut pas non plus négliger le facteur là, de tous les fumeurs ou bien les articles de fumage qui peuvent causer des incendies. On l'a vu dernièrement, notre porte-parole de la semaine de prévention était Chantal Lacroix, qui malheureusement, 1 an plus tôt, a perdu sa maison avec un mégot de cigarette qui semblait bien éteint, mais finalement, qui a, après quelques heures, a fait finalement un incendie et sa maison a été complètement rasée. Alors, sur ce, je laisse la parole à nos spécialistes en prévention des incendies de différents services incendies au Québec et je tiens à souligner, je remercie la participation de tous. On a un bel éventail là, de plusieurs services incendies de plusieurs régions du Québec qui sont là aujourd'hui pour vous renseigner. Merci. Excellent. Merci, Martine. Alors, aujourd'hui, les objectifs de ce webinaire-là, c'est premièrement de faire comprendre aux gens le risque qui les entoure, dans le sens que dans le bâtiment qu'on a pu constater dans la vidéo, le bâtiment était de matière combustible, était fait de poutrelles d'acier et ça n'a pas changé le fait qu'il y a eu un risque d'effondrement. Fait que on va vous mettre en perspective, vous aider à mieux comprendre votre environnement pour assurer votre sécurité. Ensuite, mes collègues vont vous donner des conseils afin de prévenir le risque d'incendie. On va vous enseigner quoi faire lorsqu'un incendie survient, comment réagir. Et pour terminer, on va vous adresser le programme d'aide à l'évacuation, qui est un programme qui existe dans la majorité, dans beaucoup de villes au Québec et qui est malheureusement un peu trop connu. Alors, sans plus tarder, le premier point, on parle de connaître son environnement. Dans le fond, on a ici un bâtiment, comme vous en avez souvent déjà vu. Si on regarde un peu les caractéristiques de ce bâtiment-là, ils ont un système d'alarme incendie relié à une centrale, ce qui veut dire qu'on est appelé dès l'instant où le système d'alarme incendie sonne, un système de gicleur, un encadrement sur l'entretien. Pour nous, ce genre de bâtiment est parmi les plus sécuritaires. Si on fait un petit comparatif, ici, nous avons un second bâtiment qui est d'apparence très similaire, mais si on regarde ses caractéristiques, le système d'alarme incendie n'est pas relié à une centrale, il y a absence de gicleur, il n'y a aucun personnel sur place, le niveau d'entretien du bâtiment est variable. Fait que même si ces deux bâtiments-là sont similaires et ont une grande ressemblance, l'impact au niveau de la sécurité est très différent. Ici, on va avoir un temps de réaction très rapide de la part des pompiers, alors qu'ici, c'est seulement lorsque un témoin va faire le 911 qu'on va être dépêché sur les lieux. Également, un système de gicleurs, au cours des dernières années, ont démontré une efficacité vraiment très grande pour limiter la propagation d'un incendie. C'est un des meilleurs outils qu'un bâtiment peut posséder. Ici, on en a l'absence. Et l'encadrement sur l'entretien, ça peut paraître un peu anodin, mais un bâtiment bien entretenu va avoir également des équipements bien entretenus, ce qui veut dire que parfois, les bâtiments sont équipés de portes coupe-feu et juste le fait qu'une porte referme mal peut faire que la fumée va plus facilement se propager dans l'ensemble du bâtiment. Maintenant, je sais ce que plusieurs d'entre vous disent. J'ai pu profiter d'une époque où les logements étaient beaucoup plus abordables et je suis propriétaire d'une maison unifamiliale. Tant mieux pour vous. Je suis un peu jaloux, mais voyons voir ce que ces maisons offrent comme sécurité. Alors, on a peu d'occupants, on a un bâtiment combustible et des avertisseurs de fumée. En quoi avoir peu d'occupants est pertinent? Eh bien, comme Martine l'a expliqué, la plupart des incendies proviennent de l'erreur humaine. On parle de la cuisine, des articles de fumeurs. Alors, plus il y a d'occupants, plus il y a d'humains, plus il y a de risques d'incendie. Effectivement, dans les bâtiments à logements multiples, les probabilités d'avoir un incendie sont plus grandes que dans une maison unifamiliale. Par contre, le seul élément de protection, c'est un avertisseur de fumée. C'est pour ça que, malheureusement, on a plus d'incendies mortels, de décès dans les maisons unifamiliales que dans les multilogements. Parce que dans les multilogements, il y a plusieurs couches de protection. Dans le sens que si l'avertisseur de fumée dans le logement n'est pas fonctionnel, bien, au moins le système d'alarme incendie va probablement avoir une détection et prévenir les occupants.
Et encore mieux, s'il y a un système de gicleur, on ajoute une troisième couche de protection qui permet d'assurer que personne ne décède. Dans les résidences unifamiliales, on a une seule couche de protection qui est les avertisseurs de fumée. Alors, c'est extrêmement important que cette protection-là soit efficace et fonctionne adéquatement. Maintenant, comment faire pour prévenir le risque d'incendie? Je vais laisser mes collègues vous expliquer au niveau des bâtiments quelles sont les caractéristiques, comment vous pouvez vous assurer qu'ils sont bien efficaces. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui à ce séminaire. Aujourd'hui, on va parler, moi, je vais vous parler un peu plus des appareils de protection que vous pouvez avoir à domicile ou dans l'immeuble où vous habitez. On va faire un bref survol parce que, bien entendu, on ne pourrait pas passer à travers toutes les exigences et tous les appareils requis. Puis encore, il faut faire attention, dépendamment de la municipalité où vous êtes, certains appareils peuvent être soit obligatoires ou encore des recommandations. Par contre, comme Julien l'a si bien dit, les avertisseurs de fumée, c'est la base et les municipalités là, exigent l'installation d'un avertisseur de fumée, minimalement un par étage. Ce sont vos yeux au plein cœur de la nuit là, qui vont vous permettre de vous réveiller et de pouvoir évacuer rapidement en cas d'incendie. Par contre, là, les avertisseurs de fumée ont quand même doivent avoir un entretien. Il y a une fausse croyance là, qui les gens pensent parce que leur avertisseur de fumée est électrique qu'il est bon à vie. Ce n'est pas le cas. La durée de vie d'un avertisseur de fumée, c'est 10 ans, qu'il soit électrique ou à pile ou encore électrique et à pile. Et aussi, il y a les nouveaux modèles, le pile lithium. Ben, dans le fond, la pile est bonne 10 ans, soit la durée de vie de l'avertisseur de fumée. C'est également important là, pour ceux qui auraient la chance d'être en maison et qui auraient un système intrusion avec de la détection de fumée. Il faut quand même faire vérifier ces détecteurs-là par la compagnie parce qu'eux aussi ont une durée de vie. Au niveau, je veux juste vite là, pour les avertisseurs de fumée, le meilleur truc pour changer la batterie pour ceux qui en auraient un à pile, le meilleur truc pour s'en rappeler, c'est 2 fois par année au changement d'heure. Le slogan le dit, on change d'heure, on change la pile. Monoxyde de carbone, ce n'est pas tous les bâtiments qui ont besoin d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Ça dépend de la configuration de votre bâtiment. Par contre, s'il y a une source potentielle de monoxyde de carbone dans votre bâtiment, c'est important d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone parce que le monoxyde de carbone est incolore et inodore et la seule façon de savoir qu'il y a une fuite de monoxyde, c'est avec un appareil. Donc, c'est important d'en avoir un à la maison si vous avez, entre autres, un garage attaché à la maison, un appareil chauffage solide comme au bois ou encore la nouvelle mode avec les appareils de cuisson ou les réfrigérateurs au gaz ou au propane. Ce sont tous des sources de potentiel de monoxyde de carbone. Les avertisseurs doivent être installés selon les instructions du fabricant et les tester une fois par mois là, en appuyant sur le bouton. Il existe également, là, si vous avez besoin d'un avertisseur de fumée et d'un avertisseur de monoxyde de carbone, des appareils qui peuvent être combinés. Donc, vous n'avez pas besoin de 2 appareils. Un seul appareil suffit pour faire les 2 fonctions. On peut passer à la prochaine. Un autre point super important, les issues. Là, on voit un beau panneau de sortie. C'est sûr que dans une maison unifamiliale, ce beau panneau-là ne sera pas présent. Par contre, c'est important, c'est votre responsabilité à tous et chacun de voir où sont vos issues. Parce qu'on est habitué de prendre toujours la même porte, la porte d'entrée principale. Mais en cas d'incendie, si cette porte demeure inaccessible, c'est important que vous sachiez localiser rapidement une deuxième issue. Et il faut s'assurer de les maintenir dégagées. Souvent, on va mettre quelque chose devant la porte et on va dire « Ah, je vais arranger ça demain matin ». Par contre, si en plein cœur de la nuit, il y a un début d'incendie qui survient et que votre issue est inaccessible parce que vous avez mis quelque chose de temporaire, bien, ça pourrait faire toute une différence dans votre évacuation. Donc, on s'assure de les maintenir dégagés en tout temps. Et pour ceux qui auraient des résidences privées l'hiver, bien, c'est important de déneiger pour que les portes puissent s'ouvrir adéquatement là, en cas d'incendie. Au niveau du système d'alarme incendie, là, bien que l'entretien principal demeure la responsabilité du propriétaire, vous avez quand même une responsabilité en tant que locataire de ces bâtiments-là. Si vous passez devant un panneau d'alarme incendie et que vous voyez qu'il y a plusieurs lumières, soit de couleur jaune, orange ou encore rouge qui signifie une alarme, bien, vous pouvez le dire à votre gestionnaire parce que dépendamment de
la grosseur du bâtiment dans lequel vous habitez, il n'y a pas toujours quelqu'un sur place là, qui va voir le panneau. Et quand il y a des lumières autres que la lumière verte, qui signifie que le panneau est fonctionnel, c'est qu'il y a un trouble sur le panneau et il pourrait ne pas faire son travail. Également, la façon la plus simple, si vous avez la chance d'être dans un bâtiment où il y a un système d'alarme incendie, que vous découvrez un début d'alarme incendie, la façon la plus simple d'aviser tous les occupants du bâtiment, ce n'est pas de crier dans le corridor là, au feu. On voit sur l'image, là, près du panneau d'alarme, il y a une petite boîte rouge, c'est un poste manuel qui sont souvent situés près des issues. Donc, en actionnant cette petite boîte-là, vous allez aviser l'ensemble des occupants du bâtiment d'un seul coup. C'est la façon la plus efficace. Et également, Julien l'a mentionné tantôt, ce ne sont pas tous les systèmes d'alarme qui sont reliés à la centrale d'alarme. Donc, c'est important, s'il y a une alarme incendie, n'hésitez pas à faire le 911 pour aviser qu'il y a une alarme incendie dans le bâtiment. Comme ça, vous allez être sûr que les pompiers sont en route et vous ne serez pas là dehors à attendre que les pompiers arrivent alors qu'ils n'ont même pas été appelés. Dernier petit point, dans les bâtiments un petit peu plus gros, dans certains bâtiments, on a la présence de systèmes de gicleurs. Ces systèmes-là doivent également être entretenus. Par contre, vous avez quand même une responsabilité parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui vont avoir des garde-robes, exemple dans votre logement, où il va y avoir des têtes de gicleurs, mais c'est important de ne pas encombrer la tête de gicleur et de s'assurer qu'elle demeure dégagée en tout temps. Le minimum, c'est 18 pouces, sinon la tête de gicleur ne pourra pas faire son travail. Puis également, peut-être une petite croyance populaire, là, comme dans les films, on pense que parce qu'il y a une tête de gicleur qui va partir, le bâtiment va être inondé au complet. Ce type de système-là existe. Par contre, dans vos bâtiments, chaque tête est individuelle. Donc, ce n'est pas parce qu'une tête de gicleur va déclencher que l'ensemble des têtes du bâtiment vont déclencher. Mais pour qu'elle puisse bien faire son travail, il faut s'assurer de les maintenir dégagées et également, c'est un beau crochet en plein cœur du salon pour mettre une belle décoration de Noël, mais il ne faut pas rien accrocher sur ces têtes de gicleurs-là, sinon, ils ne pourront pas faire leur travail adéquatement. Merci, Pamela. Alors, sans plus tarder, nous avons Isabelle Couture du Service incendie de Québec qui va adresser la première cause d'incendie qui est bien évidemment les feux de cuisson. Merci. À toi, Isabelle. Merci, Julien. Écoutez, les appareils de cuisson, Madame Saint-Onge du ministère, elle l'a bien dit, les statistiques ne mentent pas. Les feux de cuisine sont de 20% des incendies au Québec. Et puis, si vous ne voulez pas faire partie de ces statistiques-là, c'est tout simplement peut-être changer vos comportements pour qu'ils deviennent plus sécuritaires afin de réduire ces statistiques-là. On parle toujours bien d'un incendie sur 5 qui est d'origine, le point d'origine des incendies et la cuisine. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est toujours surveiller les aliments lorsque l'on cuisine. Puis avoir à portée de main là, toujours un couvercle qui est la grosseur du chaudron, bien sûr, pour qu'on puisse éteindre le feu par étouffement, tout simplement, là, glisser le couvercle dessus. On va le voir un peu plus tard là, dans une petite vidéo. Deuxième chose, c'est beaucoup éviter les distractions. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à écouter la télé, les téléphones portables avec Internet, les chats, etc. Mais il y a aussi là, les discussions avec les gens qu'on reçoit. Souvent, on va se faire un bon souper, on invite des gens, commence à discuter avec eux. Oups, on a oublié qu'il y avait de quoi sur le feu. Le feu prend dans le chaudron. Donc, ça devient dans le fond, un endroit là, de distraction. Aussi, on peut éviter les vêtements amples, surtout avec les grandes manches, là, les robes de chambre, etc. On fait attention. On se remonte les manches si on fait à la cuisine, tout simplement pour ne pas mettre le feu. Éviter aussi de cuisiner si on a les capacités affaiblies. On parle de capacités affaiblies, tout de suite dans notre tête, ça nous vient l'alcool. Oui, il y a l'alcool, mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a les médicaments, il y a la drogue de nos jours qui est le pot, etc. Donc, faire attention à ça aussi. On doit aussi, si on doit quitter, faire une petite commission, on est en train de faire un souper, on a oublié, il nous manque une affaire pour le souper. Ah, je vais aller au dépanneur, je vais aller à l'épicerie, ça ne sera pas long. Ben, c'est pas juste les ronds. Fermez-les, s'il vous plaît. Souvent, on va oublier, on va partir, on va faire d'autres choses. C'est toujours des petites distractions. On en a vu, puis on en voit encore beaucoup. Les gens quittent
avec des aliments sur le feu, donc faire attention à ce niveau-là. Aussi, on parle de ranger, de faire attention aussi sur l'emplacement du matériel qu'on peut mettre sur nos comptoirs. Souvent, oui, on peut manquer de place, on peut manquer de rangement, etc., mais un dessus de four, ce n'est pas un rangement. OK? On demande que la plaque de cuisson soit vraiment dégagée. Justement, pour éviter les distractions, on rouvre un mauvais feu, etc. Ça arrive des erreurs humaines, il faut juste faire attention. Aussi, un autre endroit que les gens disent que c'est très bien, c'est un four. Un four, ce n'est pas un rangement non plus. OK, on a vu par le passé des papiers journaux, des plats de plastique, des jouets des enfants, des petits-enfants. Avant d'allumer le four, parce qu'on fait à manger, on veut le préchauffer, vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas du matériel. Ça peut être un feu. Si le feu prend à l'intérieur du four, laissez la porte fermée, on éteint le four, l'alimentation, puis on appelle les pompiers, on sort aussi, on évacue parce que ça devient une fumée toxique. Un autre feu aussi qu'on rencontre énormément, c'est les patates frites. Que c'est bon faire des frites maison dans la graisse. Oui, vous avez le droit d'en faire. Par contre, ayez une friteuse homologuée. En ayant une friteuse homologuée, qu'est-ce que ça amène? C'est que le niveau de température de l'huile est toujours contrôlé. Ça n'ira jamais chercher le point d'ignition de l'huile. Donc, c'est sécuritaire. Il y a un couvercle aussi au-dessus de ça. Si la température monte trop, elle va descendre. Donc, vous voulez faire des patates frites maison? Utilisez une friteuse, dans le fond, homologuée, certifiée, peu importe. OK? Si le feu prend dans un chaudron, ne jamais, jamais, jamais déplacer le chaudron. OK? Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous brûler et propager l'incendie. Avec l'énervement, on peut s'enfarger dans nos souliers, le chaudron revoler, ce qui brûle, le matériel qui brûle va se propager, va amplifier l'incendie. Suite à ça, que faire s'il arrive un feu de chaudron? Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Fait que je vais vous laisser regarder la vidéo ici, puis vous allez voir, vous allez comprendre assez vite. Bon visionnement. Donc, pour revenir, la pire chose qu'on peut faire sur un feu de chaudron, c'est mettre de l'eau. Je sais que depuis qu'on est jeune, tout le monde nous dit, il y a un feu, on met de l'eau, ça l'éteint, mais vraiment pas dans un feu de cuisine. OK? C'est la pire chose qu'on ne peut pas faire. Puis souvent, le réflexe qu'on va avoir, c'est de prendre le chaudron, le mettre dans le lavabo, puis faire couler l'eau. Vous allez voir, si vous faites ça, ça va faire boum. Vous allez vous brûler, le feu va se propager. Si vous ne vous sentez pas capable d'intervenir, sortez à l'extérieur, appelez les pompiers vont intervenir, c'est notre métier, puis ça va nous faire plaisir d'aller vous aider. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent mettre le feu à la maison, c'est pas juste les chaudrons, la cuisinière. On parle aussi de réchaud.
On fait un bon souper, une bonne fondue, quoi de mieux que ça? On met notre chaudron sur notre brûleur sur la table, une belle nappe. On ne met pas de nappe en plastique, s'il vous plaît, parce que ça fond, ça peut devenir un risque. De plus, quand on cuisine, on jase, on mange, tout est beau, une petite napkin par-ci, une petite napkin par-là. Il faut faire attention là, aux flammes du réchaud. Un coup on mange, la viande cuit plus, on regarde en dessous, plus de flammes. Bon, ben on va leur remplir le brûleur. Non, ne remplissez-le pas, s'il vous plaît. Il reste toujours de la chaleur. À l'intérieur, ça peut exploser en le remplissant. Donc, en ayez un deuxième. OK? C'est le plus sécuritaire. Sinon, il faut attendre que le brûleur refroidisse avant d'en mettre. Si, peu importe l'ampleur de l'incendie qui se produit à la maison, ou s'il est contrôlé ou pas contrôlé, OK? Faites le 911. Les pompiers vont vérifier, on va aller faire des vérifications, puis comme ça, vous allez pouvoir aussi dormir l'esprit tranquille, juste pour s'assurer que le feu ne s'est pas propagé à l'intérieur des murs, etc. On aime mieux intervenir au début que quand le feu est rendu dans la structure, puis que ça devient un feu vraiment majeur. Donc, faites attention, soyez seulement vigilants, puis attentifs à ce que vous faites, puis le risque d'incendie dans les cuisines vont vraiment beaucoup diminuer. Merci beaucoup, Isabelle. En fait, c'était une très belle présentation sur la première source d'incendie ici au Québec, les appareils de cuisson. Je vous invite à être très prudent. Évidemment, on a également parlé de la deuxième cause des incendies, qui est les articles de fumeurs. Alors, nous avons Pascal Winman, agent de prévention à Longueuil, qui va adresser le sujet avec vous. Les articles pour fumeurs causent plus de 400 incendies de bâtiments au Québec chaque année. Ces derniers peuvent être évités en posant des gestes simples au quotidien. Prends l'habitude d'éteindre complètement ta cigarette. Privilégie un cendrier à large rebord afin que le mégot ne bascule pas. À l'extérieur, utilise une boîte de conserve remplie de sable et d'eau. Ne fume jamais au lit ou dans une position où tu risques de t'endormir. Pour les appareils de vapotage, utilise les accessoires du fabricant et suis toujours les recommandations. Finalement, range les briquets, les allumettes et autres articles pour fumeurs hors de la portée des enfants. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Bonjour et merci d'être présent à ce webinaire. Alors effectivement, les articles de fumeurs est quand même une source importante d'incendie. L'imprudence des personnes qui fument est encore trop souvent la cause d'incendie. Les articles de fumeurs figurent toujours en tête de liste des sources de chaleur causant des incendies dans les bâtiments résidentiels. Comme la vidéo a pu vous le montrer, ça représente en moyenne 400 incendies au Québec par année. Ne serait-ce que sur la période de 2016 à 2018, ça représentait à peu près 19% du nombre d'incendies. Donc, c'est bien la deuxième cause d'incendie après les feux de cuisson, comme précisait Madame Saint-Onge et Madame Couture. Et il faut savoir, à peu près, pour cette même période, en 2016, par exemple, rien qu'au niveau de l'agglomération de Longueuil, ça représentait 12% des incendies. Et à Montréal, 29% des incendies. Il faut savoir qu'un mégot se consume encore pendant 3 heures. Donc, qu'est-ce que nous dit la réglementation pour les articles de fumeurs? Donc, c'est un extrait du Code national de prévention des incendies, édition 2010, Canada, qui est modifié. C'est très sommaire, hein. Elle nous dit que pour les articles de fumeurs, il est interdit de fumer partout où cela constitue un risque d'explosion ou d'incendie. C'est une évidence. Cela doit être indiqué par des affiches, évidemment, s'il y a interdiction. Et c'est des panneaux, les panneaux d'affichage doivent être soit lettrés, avec interdiction de fumer, ou représentés par des symboles. Donc, c'est une cigarette, généralement sur un pictogramme
où il y a justement une barre rouge oblique en plein milieu. Il faut savoir aussi que la réglementation nous dit qu'il faut suffisamment de cendriers dans les espaces qui sont réservés aux fumeurs. Donc, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ça nous dit quand même, disons, certaines choses qui sont dans cette réglementation-là. Il est impossible d'interdire de fumer aux occupants. C'est pour cela qu'il a été créé des espaces réservés aux fumeurs ou aux fumeuses qu'on appelle justement des fumoirs. Sauf évidemment si cela est précisé par une réglementation à l'interne. Un bail d'immeuble qui serait non fumeur, ben, il serait pour vous interdit de fumer, tout simplement. Donc ceci malgré la loi sur le tabac, je ferai juste une petite parenthèse sur la loi sur le tabac, qui a été créée en 1998. Ceci est l'ancienne appellation. Elle a été modifiée à 2 reprises. Elle a été modifiée en juin 2015 sur les édifices publics pour interdire tous ces édifices publics ou espaces publics de fumer. Et également en novembre 2015, plus récemment, pour les appareils de vapotage, soit la nouvelle loi qui maintenant est dénommée sous la lutte contre le tabagisme. Là, je vais vous citer quelques exemples, disons, de prévention concernant les cigarettes et les appareils de vapotage. Donc, lorsque vous fumez, utilisez toujours un cendrier profond et à large rebord et placez-le sur une surface stable. Rangez toujours les briquets, les allumettes et autres articles de fumeurs hors de la portée des enfants, bien évidemment. Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. De préférence, fumez à l'extérieur. Ne laissez jamais une cigarette allumée sans surveillance. Ne videz jamais le contenu d'un cendrier directement dans une poubelle. Videz-le d'abord dans un contenant métallique le temps que la cendre se refroidisse. Ne fumez jamais dans une pièce contenant des produits inflammables, exemple des cylindres d'oxygène ou des bonbonnes d'aérosol, exemple de la laque pour les cheveux, un fixatif pour les cheveux. Et ne fumez jamais, ne jetez jamais vos mégots dans un coin de jardin ou un pot de fleurs, du paillis ou du terreau. Utilisez un cendrier à l'extérieur pour éteindre vos mégots et ceux de vos invités, évidemment. L'idéal, c'est d'avoir à l'extérieur une espèce de petit pot métallique, une ancienne boîte de conserve avec du sable. Vous pouvez écraser vos mégots en toute sécurité là-dedans. Laissez-les au moins 7 jours avant de pouvoir les mettre dans la poubelle ou autre. Mais idéalement, comme on le voit sur la diapo, c'est d'avoir un contenant métallique, justement pour éviter un risque d'incendie. Concernant les appareils de vapotage, c'est quand même un article qui est récent, quoique la loi a été modifiée en 2015 à ce sujet-là. Les appareils de vapotage comportent aussi certains risques d'incendie. S'ils ne sont pas utilisés adéquatement, suivez toujours les recommandations des fabricants. Ne laissez jamais votre cigarette électronique sans surveillance lorsque vous faites la recharge. Évitez donc de le faire lorsque vous dormez. Une pile trop chargée peut exploser et provoquer un début d'incendie. Il faut savoir que les appareils de vapotage fonctionnent avec des piles au lithium, au même titre que maintenant beaucoup de technologies actuelles, au même titre que nos cellulaires, etc. Donc, utilisez adéquatement les accessoires qui sont fournis exclusivement par le fabricant. Ne cherchez pas à acheter des accessoires moins chers pour éviter peut-être d'endommager l'appareil d'une part, de risquer un incendie ou bien de vous blesser. Et puis, surtout, évitez d'utiliser votre cigarette électronique en présence d'un cylindre d'oxygène, au même titre que la cigarette. Ça fonctionne pareil. Et si vous transportez votre cigarette électronique dans vos poches, ben, mettez-la toujours dans son étui qui est prévu à cet effet-là, dans son étui protecteur. Si la pile entre en contact avec des pièces métalliques comme la monnaie, elle pourrait créer une étincelle et donc un début d'incendie sur vous. Alors voilà, c'était les articles de fumeurs. Je vais laisser la parole à ma collègue de Terrebonne. Merci beaucoup, Pascal. Effectivement, comme tu l'as mentionné, les articles de fumeurs sont la deuxième cause la plus importante. Par contre, de nouveaux risques apparaissent à chaque jour avec l'avenue des nouvelles technologies. Les piles au lithium sont vraiment une source qui tend à croître et notre collègue Jessica Otis du service incendie de Terrebonne va aborder les installations électriques et les appareils électroniques.
Alors, bonjour à tous. J'espère que vous appréciez votre rencontre jusqu'à présent. Pour ma part, on va parler des risques d'incendie reliés aux installations électriques ainsi que les appareils électroniques. Donc, premièrement, il est important de toujours utiliser des appareils homologués par une norme, soit CSA, qui sont donc approuvés au Canada. Donc, c'est super important aussi de faire attention à tous les achats que vous pouvez faire en ligne au niveau de tout ce qui est électrique. C'est super important là, de s'assurer qu'ils sont tous approuvés. Donc, aussi, éviter les surcharges, de surcharger les barres d'alimentation. Aussi, de privilégier des barres d'alimentation qui sont munies d'un disjoncteur. Aussi, c'est très important de ne pas recouvrir les rallonges électriques et de ne pas créer de restrictions. Donc, éviter de les cacher sous des tapis ou de les coincer derrière des meubles pour avoir une bonne circulation. Aussi, de ne pas utiliser des rallonges de façon permanente. Donc, on utilise souvent des rallonges pour quelque chose qui est supposé être temporaire, mais comme on dit, il n'y a rien de plus permanent que quelque chose qui est supposé être temporaire. Toujours garder les appareils de chauffage électrique dégagés aussi. Donc, c'est super important afin de prévenir les incendies. Donc, voici quelques conseils aussi concernant les appareils alimentés par une batterie au lithium, comme nos cellulaires, les tablettes et aussi les ordinateurs portables qu'on peut retrouver. Donc, il est important de savoir que ces batteries peuvent prendre feu lorsqu'elles sont écrasées, perforées ou exposées à l'humidité. C'est pourquoi nous ne devons jamais les jeter dans les bacs à déchets ou recyclage. Pour la récupération de ces batteries, nous vous recommandons d'emballer chaque batterie dans un sac transparent et de les entreposer dans un récipient en plastique dans un endroit frais et sec. Par la suite, trouvez un point de dépôt près de chez vous et on vous recommande aussi de vérifier avec votre éco-centre. Concernant les appareils électroniques, donc c'est super important d'utiliser les chargeurs fournis avec l'appareil et assurez-vous qu'il soit aussi homologué par une agence canadienne reconnue. Évitez de recharger votre appareil sur une surface molle qui emprisonne la chaleur autour de la batterie. Protégez vos appareils et batteries des sources de chaleur et évitez les contacts avec l'eau. Ne jamais recharger une pile à température sous le point de congélation ou qui a été exposée à une température élevée. Et utilisez votre chargeur dans un endroit où vous pouvez le surveiller. Donc, très important lorsqu'on utilise un chargeur pour soit recharger un appareil électronique, d'être toujours présent. Et aussi, recycler vos appareils électroniques dans les points de dépôt officiels. Donc, c'est super important aussi de valider avec votre éco-centre. Dans tous les cas, assurez-vous de toujours respecter les recommandations du fabricant. Les incidents causant le feu peuvent se produire à tout moment et rapidement. C'est pourquoi il est important d'être vigilant. Avoir des comportements prudents, ça sauve des gens. Merci beaucoup, Jessica. Cette semaine, on peut profiter d'un très beau temps. Par contre, le froid va commencer à s'installer peu à peu. Et c'est pourquoi c'est important que si vous avez des chauffages de pointe, qu'on parle de poêle à bas, de foyer, certaines mesures de sécurité doivent être prises en considération. Alors, nous avons Vincent Desgroseilliers du service incendie de Laval pour nous en parler. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous. En fait, oui, dans ce volet-là, on va voir les pôles et les foyers combustibles solides. Il y a 2 points qui sont vraiment importants que je veux qu'on discute ensemble. Donc, c'est la façon sécuritaire de les utiliser et aussi l'entretien de l'appareil. À chaque année, avant qu'on commence par défiler les points qui sont sur la diapo, juste vous dire qu'à chaque année, il y a des feux qui sont directement liés à l'utilisation d'un appareil de chauffage comme ça, donc un foyer ou un poêle, un foyer encastré ou un poêle au bois qui est utilisé à domicile. Okay? Il y a 3 facteurs qui ressortent souvent, qui sont la cause d'un incendie. C'est soit une installation qui est défectueuse, soit une mauvaise utilisation ou soit un entretien inadéquat. Okay? Donc, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer ces 3 facteurs de risque-là pour s'assurer justement de faire une utilisation qui est sécuritaire. Donc, le premier point qu'on a à l'écran, le ramonage et l'entretien annuel. Nous, on vous propose en fait de faire une inspection par quelqu'un qui est qualifié, par un professionnel du chauffage, une fois par année. On vous conseille de le faire toujours un petit peu avant l'hiver, en fait,
exactement au moment où on est là présentement parce qu'on sait que c'est plus durant l'hiver qu'on va utiliser ces appareils de chauffage-là. Pour ce qui est du ramonage, le ramonage doit être effectué aussi souvent que nécessaire, en fait. Donc, ça va toujours dépendre un petit peu de la fréquence que vous l'utilisez, mais minimalement une fois par année où on demande quand il y a 3 mm de créosote dans le tuyau ou de saleté. Là. Donc, la créosote, on peut aussi utiliser le terme de saleté. Donc, à 3 mm, on fait ramoner aussi. Le deuxième point, c'est respecter les dégagements du manufacturier. Donc, c'est très important de les respecter. Quand on parle de dégagement, on va parler de dégagement entre votre appareil de chauffage et une surface qui est combustible. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des tuiles de céramique alentour de votre appareil de chauffage. C'est ce qui vient séparer vraiment l'appareil d'une surface qui est combustible. Les appareils doivent être homologués. OK? Donc, par exemple, l'image qu'on a ici, c'est un appareil, c'est un poêle au bois. Habituellement, la plaque d'homologation se trouve à l'arrière. Donc, vous pourrez vérifier chez vous si cette plaque est présente. Elle devrait être présente et elle doit être présente, d'accord? Donc, sur cette plaque-là, on va retrouver des dégagements à respecter, les fameux dégagements du manufacturier. Donc, ils se retrouvent soit autant sur la plaque d'homologation que dans le manuel du manufacturier. Ces dégagements-là doivent être respectés, c'est très, très, très important. Et ces dégagements-là peuvent différencier d'un appareil à l'autre. Ce qu'on vous conseille de faire, en fait, c'est d'en parler quand il y a votre inspection annuelle au professionnel du chauffage. Lui, il va pouvoir vérifier, s'assurer que l'installation est faite, respecte les normes du manufacturier, respecte les dégagements nécessaires pour s'assurer justement que l'utilisation se fasse de façon sécuritaire. Ensuite, le troisième point, disposer des cendres dans un contenant métallique. Juste avant de parler de ça, je veux qu'on regarde ensemble la façon de procéder au brûlage. C'est important de faire brûler du bois sec et de ne pas mettre n'importe quoi dans l'appareil, OK? Parce que, bon, il peut y avoir une mauvaise combustion, il peut y avoir des émanations toxiques, donc ça peut vraiment devenir dangereux. Donc, on utilise seulement et seulement du bois sec. Une fois qu'on est rendu à acheter les cendres sont extrêmement chaudes. Il faut les disposer dans un contenant métallique incombustible. C'est très, très, très important. Il ne faut jamais les mettre dans une poubelle où qu'on retrouve du papier, du carton, etc. parce que c'est évident que le feu va prendre. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de les laisser dans un contenant métallique qui ne sert qu'à ça. Qui ne sert absolument qu'à ça, juste à recevoir les cendres chaudes. Et les cendres chaudes, évidemment, un petit peu comme les mégots de cigarettes, comme mon collègue parlait, on va les garder 7 jours. Parce qu'ils restent chauds très longtemps. On veut les garder 7 jours dans le contenant incombustible avant de les mettre dans un bac à déchets qui est réputé comme normal avec d'autres déchets à l'intérieur. Donc, on le garde 7 jours. En conclusion, pour avoir la tête tranquille, faites inspecter votre appareil de chauffage. Assurez-vous que tous les dégagements sont respectés. Puis, si jamais il y a des petites modifications à faire, à ce moment-là, le professionnel du chauffage qui va venir faire l'inspection, il va vous les dire. Vous allez pouvoir faire les modifications nécessaires, puis vous allez pouvoir faire un feu en toute sécurité cet hiver. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Alors, tous les présentateurs jusqu'à maintenant vous ont fait part de mesures de prévention, quoi faire pour prévenir un incendie. Malheureusement, des incidents peuvent tout de même survenir et il est possible que vous ayez à faire face à un incendie. Alors, c'est pourquoi on a Véronique Lalancette ici, qui est du service incendie de Saguenay, va vous expliquer un peu quoi faire si jamais un incendie survient dans votre logement. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme Julien vient de le dire, je vais vous parler un petit peu de comment réagir à l'incendie, quelles sont les étapes à suivre là, pour évacuer de façon sécuritaire, que vous soyez dans un immeuble à logement ou encore là, dans une maison de type unifamilial ou duplex. Donc, la première étape avant de quitter votre logement ou votre maison, c'est à partir de la pièce où est-ce que vous êtes, de vérifier la température de la porte avant de quitter la pièce. En vérifiant la poignée, la température de la porte, on va quand même être capable de voir si l'incendie là, qui fait rage derrière les murs est plus près que ce que l'on pense. Donc, évidemment, si la poignée est chaude, si la porte est chaude, on évite de quitter la pièce ou encore l'appartement. Si la porte n'est pas chaude, qu'on voit qu'on est capable d'évacuer la pièce, bien évidemment,
On ouvre la porte, on regarde notre environnement. S'il y a une présence de fumée dans la pièce, important de s'accroupir et de ramper jusqu'à une zone sécuritaire. Le pourquoi on vous demande de ramper ou de marcher à quatre pattes, c'est que la fumée va toujours en hauteur en premier. Donc, c'est au plafond en premier que ça va venir s'accumuler. On vous demande d'évacuer par l'issue sécuritaire la plus près. Donc, évidemment, pour connaître les issues qui sont les plus près, les plus sécuritaires, c'est avant tout de préparer un plan d'évacuation. Qu'est-ce que ça comprend, un plan d'évacuation? Mais c'est de planifier à l'avance, selon notre environnement, comment on peut évacuer notre résidence, comment on peut évacuer notre bloc appartement si jamais il y a un incendie. Vous avez de la documentation sur Internet aussi en lien avec le ministère de la Sécurité publique qui peut vous permettre de préparer votre plan d'évacuation. Ce qu'on fait avec ce plan-là, en fait, c'est qu'on peut se faire un petit dessin sur une feuille quadrillée qui indique clairement les sorties secours comme les portes principales, les fenêtres, si elles sont accessibles, ou encore les portes patio quand on a une maison. On essaie de se faire au moins 2 trajets pour se rendre aux sorties de secours en fonction des pièces de la maison ou de notre chambre à coucher. On essaie de se prévoir à l'avance aussi là, un point de rassemblement si on est en maison unifamiliale pour se rendre dans un endroit sécuritaire à la sortie. Donc, ça peut être un voisin, ça peut être un bâtiment commercial qu'on sait qui est ouvert 24 heures comme un dépanneur. C'est vraiment un endroit où est-ce que vous allez pouvoir aller vous réfugier, être à l'abri, appeler le 911. Si vous êtes dans un bloc à logement, normalement, vous avez déjà un point de rassemblement qui doit être prévu à cet effet. Si vous êtes en bloc à logement, évidemment, évitez les ascenseurs. Sur certains ascenseurs, on a ce qu'on appelle un rappel pompier, qui est donc un dispositif qui est installé sur les appareils pour qu'ils soient ramenés au premier étage. Ça va prendre généralement une clé pour travailler avec. C'est les pompiers qui vont pouvoir s'en occuper. Vous vous dirigez vers les cages d'escalier. Aussi, ce qui peut arriver pendant un incendie, c'est une perte d'électricité. Donc, vous pourriez vous retrouver coincé à même l'ascenseur, ce qu'on ne veut pas, pour éviter aussi une accumulation de fumée au niveau de l'ascenseur. Une fois que vous êtes sorti, vous appelez le 911. C'est la dernière des étapes parce qu'on veut en premier lieu que vous quittiez l'endroit qui est à risque. On veut que vous preniez chaque seconde pour diminuer votre temps d'évacuation. Donc, évidemment, on appelle à la sortie, mais on essaie de prendre le moins d'items avec nous, là. La priorité, c'est pas votre animal, c'est pas votre sac à main, c'est pas votre manteau, vos souliers, c'est d'évacuer pour avoir le plus de temps possible pour être en sécurité, non seulement pour éviter, évidemment, de rester coincé à même le bâtiment, mais pour éviter les inhalations de fumée qui peuvent se faire là, lors de l'évacuation, puis qui pourraient vous causer par la bande là, d'autres problématiques, d'autres blessures là, à l'interne aussi. On peut changer de... Parfait. Si on est dans l'impossibilité d'évacuer, ça peut arriver, comme on l'a vu dans le premier vidéo. Les étapes à suivre à ce moment-là, c'est de refermer la porte derrière vous pour éviter une propagation supplémentaire vers votre logement. On vous demande là, d'étendre un linge humide dans le bas de la porte. Cette étape-là sert en fait à venir créer une étanchéité supplémentaire à votre logement. Donc, ça va éviter la fumée de rentrer par les interstices de votre porte. On vous demande d'appeler le 911 pour signaler votre présence, dire à quel endroit vous êtes dans la maison, à quel logement, à quel étage. Ça va permettre aux intervenants, aux pompiers sur place de venir vous chercher rapidement, sachant où est-ce que vous êtes. Puis, une fois que tout ça est fait, on vous demande de vous diriger là, vers les fenêtres pour être capable de signaler votre présence, savoir où est-ce que vous êtes au niveau de l'appartement. On vous demande de vous réfugier sur votre balcon seulement si la fumée pénètre à l'intérieur de votre logement. C'est par là qu'on va venir vous chercher là, si jamais on en est rendu là. Voilà. Merci. Un gros merci, Véronique. Alors maintenant que l'on sait quoi faire pour prévenir les incendies et quoi faire lorsqu'un incendie survient, est-ce qu'il est possible pour vous de nous aider à vous aider? C'est ce que Karine Huard va vous expliquer. À l'aide du programme d'aide à l'évacuation, c'est quelque chose qui est en effet réalisable. Alors, Karine Huard, chef de division au service de Sainte-Thérèse.
Donc, bon après-midi à tous. Ça me fait également plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Donc, eh bien, pour faire suite aux bons conseils là, que vous avez reçus tout au long de cette belle présentation, j'aimerais maintenant vous présenter un programme qui existe dans une bonne majorité de municipalités au Québec. Un programme précieux qui pourrait vraiment vous interpeller, qui pourrait vraiment vous aider si vous avez, entre autres, des difficultés qui sont liées à l'évacuation. Donc, on parle ici d'un programme d'aide à l'évacuation qui est souvent connu à travers le Québec comme étant le programme Secours adapté. Par contre, ce programme-là peut porter plusieurs appellations dépendamment où on se trouve au Québec. Bien souvent, ce genre de programme est géré, entre autres, par le service de sécurité incendie local. Pourquoi? Parce qu'il vise principalement à recenser les résidents, les personnes qui nécessitent, entre autres, une assistance particulière en cas d'urgence, mais également pour permettre aux intervenants d'urgence de les repérer, de les localiser et de les aider également à évacuer. Donc, de cette façon-là, les intervenants peuvent vraiment se préparer à intervenir, à prendre vraiment toutes les mesures nécessaires, les mesures spéciales pour évacuer là où les personnes qui en ont vraiment besoin. Ce programme-là est totalement gratuit, il est volontaire et il peut vraiment faire toute la différence lors d'une intervention. Si on parle d'admissibilité au programme, eh bien, vous pouvez vous inscrire et vous rendre admissible en raison, ça peut être une déficience motrice, donc au niveau de la motricité du corps, une déficience qui est sensorielle, donc au niveau, entre autres, d'une déficience visuelle ou auditive, par exemple. Ça peut être une déficience organique. Je vous donne un exemple, une maladie qui pourrait affecter le système neurologique, le cancer, l'épilepsie. Ça pourrait être également une déficience intellectuelle, une maladie qui est invalidante. Ou toute autre difficulté là, qui est liée à l'évacuation. Si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire, en fait, il n'y a pas de souci. Un proche peut le faire pour vous. Donc, ça, c'est génial. Et il y a différentes façons de pouvoir s'inscrire, dépendamment où vous êtes situé au Québec. Pour en savoir davantage, entre autres, sur ce type de programme-là et les modalités d'inscription, entre autres, je vous invite à communiquer directement avec votre service de sécurité incendie local qui pourra se faire un plaisir de vous donner toutes les informations là, nécessaires. Donc, nous voilà déjà à la fin de la présentation. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous comprendrez qu'il est important de connaître votre environnement. Il est important de comprendre le risque qui vous entoure. Vous l'avez vu, des petits gestes au quotidien peuvent vraiment vous sauver la vie en cas d'incendie. Donc, d'avoir des bons comportements, entre autres. Bien sûr, nous, les services d'urgence, on est là pour vous. On est prêts à intervenir, à vous porter secours. Mais sachez que lors des premiers instants, vous êtes en charge de votre propre sécurité. Adoptez des comportements sécuritaires. Soyez alertes aux différents risques qui vous entourent. Ayez des équipements de sécurité en bon état à la maison. Connaissez votre bâtiment. Repérez les issues. Renseignez-vous auprès de votre municipalité si un programme de secours adapté, comme je viens de vous mentionner, existe. Soyez vigilants, soyez prêts. Parce que Madame Saint-Onge l'a dit en début de présentation, le slogan de la semaine de prévention incendie là, le dit très bien. Le premier responsable, c'est vous. Un très gros merci, Karine. C'est ce qui conclut notre présentation. J'ai vu que plusieurs questions avaient été posées, telles que précisées. On n'a pas nécessairement admis du temps pour les questionnements. Par contre, on les a toutes conservées et les réponses vont être diffusées prochainement. Cette rencontre a été enregistrée et va être également disponible pour visionnement ultérieur dans les jours à venir. J'aimerais remercier tous les partenaires, y compris évidemment la FADOC qui a publicisé à tout le monde ce webinaire et qui a permis à cette belle rencontre d'avoir lieu, et également nos partenaires qui ont présenté à mes côtés. Je parle bien évidemment du service incendie de Longueuil, Sainte-Thérèse, Laval, Saguenay, Terrebonne, Québec, Drummondville, Joliette qui n'a pas pu présenter avec nous, mais a contribué, et
un de nos grands commanditaires, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Un grand merci à tous et j'espère vous revoir bientôt. Je vous rappelle qu'un sondage va vous être transmis sur une base volontaire. Vous pourrez le remplir et les informations récoltées vont nous être d'une grande utilité. Merci beaucoup à tous. Au revoir.